Proactive Santé, Karen Tayeb. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien alors que nous allons bientôt démarrer sur la fréquence juive, l'opération Tzedaka. Vous savez que c'est une opération très importante dans le calendrier du Fonds social juif unifié, 15 novembre, 15 décembre. On parle beaucoup d'ailleurs dans ce cadre-là des personnes âgées, de leur solitude. Comment on vient aider aussi ces personnes âgées qui parfois n'ont pas de famille ou sont isolées. Ça aussi, c'est très important, être à l'écoute de ces personnes qui finalement étaient là bien avant nous et auxquelles on doit quand même beaucoup, non pas seulement du respect, mais aussi une attention très particulière. Et parfois, pourtant, vieillir, c'est très compliqué dans notre société. Vieillir n'est pas un crime. Voilà, c'est le titre du livre de mon invité aujourd'hui, le docteur Véronique Lefebvre Desnoëttes, un livre paru aux éditions du Rocher. Je vous le montre. Bonjour, docteur Véronique Lefebvre Desnoëttes. Vous êtes psychiatre du sujet âgé. Oui. Et merci pour ce très beau livre parce que, en fait, vous nous parlez d'abord de ces personnes que vous connaissez bien, que vous côtoyez au quotidien dans votre vie, puisque vous avez décidé de vous consacrer à eux dans votre rôle de psychiatre du sujet âgé. Non seulement, bien sûr, on vous avait reçu pour parler de la maladie d'Alzheimer, mais aussi vous êtes au quotidien avec eux dans un hôpital de gériatrie. Et c'est dire si vous connaissez bien, finalement, cette façon d'être au monde à un moment de sa vie. Et c'est pas souvent très facile, vous le dites, vous le racontez dans votre livre, avec beaucoup de citations, parce que ça prouve que c'est une question d'humanité, une question que se sont posées avant nous, et sans doute bien sûr après nous, toutes les philosophies possibles et imaginables. Je vais citer Simone de Beauvoir, comme vous le faites, en 1970, puisqu'elle parle de la vieillesse, dans son livre « La vieillesse », elle dit « Les vieillards sont-ils des hommes ?» C'est dire si à ce point-là, on se pose cette question. Mettre cette question sur la table, ça veut dire quoi ? Quand on vieillit, on sort de la route de l'humanité ? Oui, c'est ce qu'elle disait. Elle rajoutait, à la manière dont on les traite, on peut s'en douter. Et elle avait fait un remarquable travail de philosophe qui était en même temps sociologique, mais sur toutes les cultures, parce que le vieillissement n'est pas vécu de la même façon sur toutes les cultures. Alors je veux d'emblée rassurer vos auditeurs, on ne vieillit pas forcément avec des handicaps. Ouais. Moi je m'occupe des personnes âgées qui sont hospitalisées, qui sont polypathologiques, et donc elles représentent que 5 à 10% des plus de 80 ans. Donc surtout on se rassure. Ouais. C'est un livre qui propose, au-delà du cri d'alerte, d'être le porte-voix de ces personnes qu'on n'entend jamais, mais aussi j'apporte des solutions. Vous le dites, vous voulez donner dans ce livre, donner de la voix à ces grands vieillards, à ces vieux, à ces pauvres vieux, comme vous dites, assignés parfois à résidence dans des institutions, ces personnes qu'on n'entend pas forcément, mais dont on sait aujourd'hui, parce qu'on a quand même un certain nombre d'éléments. On parle d'abord dans la politique, de la société est intervenue aussi sur ces sujets en créant notamment des EHPAD, mais aussi en fait faisant en sorte que les personnes restent à domicile le plus longtemps possible. C'est leur choix. Vous le dites d'ailleurs dans votre livre, demeurer chez soi, c'est demeurer soi, c'est-à-dire rester soi-même. Absolument, avec ses repères sociétaux, familiaux, ses amis. Ils sont déportés. Vieillir n'est pas un crime, mais on les criminalise. On les met loin des yeux, loin du cœur, dans des lieux qu'ils n'ont pas choisis. Alors oui, c'est un choix politique, mais nous sommes très déçus puisque la loi grand âge n'a pas été promulguée. Ça fait des années que nous l'attendons. Est-ce qu'il faut interroger nos politiques ? Est-ce qu'il faut les interpeller ? Je pense que oui. Mais votre livre le fait très bien en donnant justement de la voix à ces personnes, puisque vous les citez et vous racontez un certain nombre aussi de liens que vous avez eus avec des patients ou des patientes. On va citer un certain nombre. Par exemple, non, je ne suis pas vieille, vous dit cette patiente Laurette, âgée de 98 ans.
Ça veut dire qu'être vieux, c'est dans sa tête, Oui, cher docteur Véronique Lefebvre. C'est dans sa tête. Vous voyez que la reine d'Angleterre a refusé un prix adressé parce qu'elle n'est pas vieille. Elle dit être vieille, c'est se ressentir vieux. Ouais. Bien sûr, et on est toujours Mais vous, vieux. En tant que psychiatre, vous dites la même chose? Oui, je dis exactement la même chose. On se ressent ou pas vieux. On est toujours le vieux de quelqu'un d'autre. Mon petit-fils qui a 12 ans me dit « Oh mamie, il y a une vieille de 15 ans qui m'a parlé. » Donc vous voyez que c'est très relatif. C'est un processus, ce n'est pas un état. Il y a des moments dans la journée où on se sent très très vieille, c'est insupportable, et puis des moments où on a, malgré nos 100 ans, nos 98 ans, on a l'âge de nos 20 ans. Ouais. Vous le dites d'ailleurs, vieillir n'est pas une maladie. Oui, heureusement. C'est un processus dynamique qui est naturel. Mais ce qu'on n'aime pas, et c'est normal, c'est vieillir avec handicap, parce que ça nous rappelle notre finitude. On ne veut pas finir comme ces grands vieillards ou ces petites vieilles. Vous aurez remarqué d'ailleurs que le champ lexical n'est pas le même. Les grands vieillards et les petites vieilles. C'est vrai de le faire remarquer, encore une fois, une façon de mettre les femmes à part, ou en tout cas dans une autre catégorie. Tout à fait. Il est fréquent, en tout cas, bien sûr, que les personnes âgées, et encore peut-être que vous allez nous dire quels sont les chiffres, souffrent de maladies qui sont assez récurrentes. On parle d'ailleurs de maladies chroniques, hypertension artérielle, diabète, ostéoporose. Absolument. Des maladies qui se soignent, de toute façon, qui se traitent. Et on peut vivre très longtemps avec une hypertension traitée, avec un diabète traité. Oui, il ne faut pas moraliser les difficultés de la vie, que la vie nous envoie. Par contre, là, en tant que psychiatre, je vais être un petit peu incisive. Si on se sent déprimé, mais mon Dieu, il faut se faire traiter. Il faut retrouver l'envie de vivre. Il ne faut pas s'isoler. On a montré qu'avec la Covid, eh bien, les personnes isolées, privées de liens humains, vous avez bien dit les choses, liens humains, ce sont des humains. Moi, je les aime, mes vieux. Pas un jour... Ils ont de la chance de vous avoir comme psychiatre. Pas un jour, je vais à reculons dans mon hôpital. Je les aime et j'aime ce qu'ils me disent et ce qu'ils m'apportent. Et ça, je veux le faire savoir. Et être déprimé, on peut être déprimé. On accumule les pertes. À tout le monde, mais est-ce que ça arrive davantage à un certain moment de la vie ? Oui, bien sûr. Y compris quand on est entouré ou pas. Bien sûr, parce qu'on se dit, hier j'ai vu une dame de 91 ans, mais je n'en peux plus, je veux mourir. Donc je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Avant, j'avais une poitrine qui était là, maintenant elle est là. J'avais envie d'éclater de rire. Et en fait, elle avait envie de lui dire, mais madame, vous êtes magnifique. Tout simplement, moi je suis moi-même un antidépresseur. Bien sûr, il faut, et puis d'où l'importance d'être avec eux, d'être au quotidien avec eux. Parfois, c'est très compliqué. D'abord, il y a des personnes qui n'ont pas de grande famille autour d'eux, il y a des personnes qui sont isolées même dans l'espace, c'est-à-dire qu'elles sont dans d'autres villes. Mais où est-ce qu'on va chercher justement cette solidarité, cette main tendue, cette écoute nécessaire? C'est une solidarité du quotidien, même dans les grandes villes. Moi, je prône, avec d'autres bien sûr, puisque je fais partie de l'espace éthique national de réflexion sur ces maladies neuroévolutives, aux côtés d'Emmanuel Hirsch, d'une société bienveillante, qui va veiller bien sur ses aînés. C'est-à-dire informer et former. Bienveillante, c'est très important de le dire. Voilà, et que ce soit de proximité, le facteur, le boulanger, le pharmacien, dans l'immeuble, la petite voisine, tiens, on l'a pas vue ce matin, où elle est, on va porter les courses, renouer avec un quotidien de la bienveillance. Et oser le faire. Moi, je vais peut-être raconter une petite histoire. J'ai une dame qui habite à côté de chez moi, qui est gardienne de l'immeuble d'à côté. Ce n'est pas du tout mon immeuble, mais comme je la sens un peu fragile, parce que l'âge avance, etc., je lui ai donné mon numéro. J'ai écouté, je ne sais pas si vous en aurez besoin, mais utilisez-le si c'est le cas. Voilà, ce sont des petites choses. Voilà, il faut vraiment oser aller vers ces personnes. C'est le aller vers qui est très, très important, bien sûr. Alors, vous dites, heureusement, 5 à 10 personnes, des personnes de plus de 70 ans sont concernées par les effets de la vieillesse. Ça veut dire que tout le reste des personnes, donc quasiment 90%, n'ont pas ces effets de la vieillesse. Qu'est-ce que ça veut dire, les effets de la vieillesse ? Ça veut dire une perte fonctionnelle. J'entends moins bien, je n'hésite pas à me faire appareiller. Je vois moins bien, je me mets, ça s'appelle la presbytie, la presbyacousie. Presby, ça veut dire vieux. Mais pour autant, mon cerveau est plastique. Et moins je vais l'entretenir, plus il va se rabougrir. Donc il faut avoir ces liens sociaux, ne pas s'isoler. Donc,
essayer de prévenir tout ce que l'on peut prévenir, et on peut le faire. Il y a des Y programmes compris de dans prévention. l'ostéoporose, quand on Oui. sait qu'elle fragilise, qu'elle empêche de se mouvoir comme on aurait envie de le faire, par crainte Oui, de et- tomber ou de se faire mal ou de se casser Alors, quelque le crainte chose. de tomber suffit qu'on sort plus de chez soi. Ouais. On se chausse pas bien, on ne sort plus et on devient phobique de la marche. Mhm. Ça, c'est très mauvais. Il faut marcher au moins une demi-heure par jour, aller dans les squares, aller se donner une petite mission par jour, c'est obligatoire. Et puis l'ostéoporose... Sortir de chez soi. Ah oui, on la traite très bien avec les produits contenant du calcium et de la vitamine D. Et voir un petit peu le soleil tous les Ouais, jours. Il y en a ouais. un petit peu tous les jours. En ce moment, oui, il faut en profiter. Hein. Mettez vos bras au soleil. Il y a évidemment cet aspect à la fois chronologique et l'aspect biologique. Est-ce que c'est compatible, ça? C'est tout à fait compatible parce que les certitudes que nous avions quand j'ai commencé médecine, malheureusement, il y a 50 ans maintenant, sont plus du tout les mêmes aujourd'hui. Ouais. On ne traite plus un ulcère comme on le traitait, une hypertension comme on la traitait. Et de la même manière, une dépression, on sait très bien faire des progrès dans la prévention, dans se bien nourrir, bien se mouvoir. Donc la biologie, on arrive à réduire le fait que on va avoir des handicaps en vieillissant. Et on arrive à promouvoir un vieillissement sans handicap. Et c'est ça que je veux montrer. Forcément, parce qu'un vieillissement sans handicap, c'est-à-dire que pas de problème pour se mouvoir, pas de problème pour Voilà. voir, pour entendre, donc à être dans la société, même un si on est citoyen. conscient finalement de, forcément avec le temps qui passe, le corps va évidemment changer, mais il faut donc toujours être au monde en fait, être à la vie. D'ailleurs, vieux, un mot qui n'est pas forcément plaisant. Dans le mot vieux, il y a vie. Oui, il y a vie. Et c'est celui-là que j'ai choisi. Ouais. Je le trouve très beau, très affectueux. Il y a vie, il y a la pulsion de vie, il y a pétiller de vie. À propos de s'adapter à la nouvelle donne, moi j'ai un ami qui a 78 ans, qui est un grand marathonien, tout ça, etc. Il a fait le marathon de Paris, mais évidemment, il ne s'est pas mis des objectifs inatteignables. Mais il était heureux comme tout de le courir. D'être dans avec la son- course. Voilà. D'être dans la À place, son rythme. comme on dit. Et puis, bien sûr, quand on est vieux, ou en tout cas quand on avance en âge, on a cette crainte, pour soi, pour les autres d'ailleurs, de cette fameuse maladie d'Alzheimer qui est là comme un couperet, qui est là comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête, et on se dit, mais est-ce que ça va être moi? Est-ce que je vais en être atteint? C'est vrai que cette maladie d'Alzheimer, elle est là, elle fait peur, mais en même temps, est-ce que c'était pas quelque chose qui portait d'autres noms autrefois, qui faisait autant peur? Alors, c'est la maladie d'Alzheimer qui portait bien son nom, puisque Alois Alzheimer l'a montré sur une personne, Augusta D, qui était dans son service en 1901 pour des troubles psychiatriques, et puis il a vu que la parole se délitait, les gestes se délitaient. Donc il a décrit cette maladie, et surtout à l'époque, lorsqu'elle est décédée en 1906, elle était aphasique, apraxique, agnosique, et aprivative, elle ne parlait plus, elle utilisait On va plus dire ce que ses c'est mains. que tous ces A. A, d'abord, ça veut dire on n'a pas, on n'a plus. Exactement. Donc apraxique. Elle n'utilisait plus les mains. Ouais. Elle n'arrivait plus à s'habiller, à manger avec. Et agnosique, elle ne reconnaissait plus. Avec un mot un peu barbare qui s'appelle la prosopagnosie, ne pas reconnaître les visages familiers, ce qui est le plus douloureux pour les proches. Mais c'est une pathologie. Alors ensuite, on s'est Mais aperçu... qui ne se traite toujours pas. Si, elle est prise en charge, mais on ne la guérit pas. Ouais. On ne la guérit pas, et la meilleure des façons de la prendre en charge, c'est de la prévenir. Ouais. Donc, les lésions sont là, probablement 10 à 20 ans avant l'expression clinique de la maladie. Donc, on veut faire reculer pour gagner des années de vie meilleures avec le bien vieillir. Alors, ne confondons pas la vieillesse avec la maladie d'Alzheimer. Bien sûr. Même si c'est surtout des malades d'Alzheimer âgés qui sont touchés. Mais ce n'est pas du tout une maladie qui est liée à un vieillissement. C'est un vieillissement pathologique. Oui. Donc, la prévenir... Parce que ça atteint aussi des personnes jeunes de l'ordre de 50 ans parfois. Plutôt des formes dites autosomiques dominantes, héréditaires. Moins de 1% des cas. Surtout se calmer sur l'aspect héréditaire des choses. Mais il y a toujours des choses à faire, même si aujourd'hui, je ne sais pas guérir une malade d'Alzheimer, c'est sûr. La bonne nouvelle de ces dernières années, même récentes, c'est que autrefois on disait que
une perte de neurones était irrémédiable. On est revenu là-dessus. Oui, les neurologues nous donnent une bonne nouvelle. Et les psychiatres Et les aussi, psychiatres, parce qu'on est colocataire du bien cerveau. sûr. Oui, bien sûr. Donc, il y a une plasticité du cerveau. Ouais. Et vous voyez, on discute toutes les deux, ça se passe bien. Et bien, tout de suite, il y a des nouveaux boutons synaptiques qui se mettent en jeu. D'où l'importance de communiquer, de parler à quelqu'un, de ne pas être seul dans son coin, de ne pas être isolé. Rien n'est pire que la solitude. Oui, c'est le grand mal du XXIe siècle, bien sûr. On l'a vu pendant la canicule, on l'a vu pendant la Covid. On le voit avec les personnes dépressives qui s'auto-assimilent le fait de disparaître de la circulation tellement elles sont seules. Un mot sur le Covid et la gestion de cette Covid pendant toute cette période, et notamment dans les EHPAD. Je ne parle pas de la catastrophe, notamment au début avec tous ces morts, et en lien avec le Covid. Mais le fait d'avoir interdit aux familles de venir. C'est une grave erreur. Ça, justement, je pose la question à la psychiatre. Oui, c'était une grave erreur. De la personne et âgée. D'ailleurs, nous l'avons très vite mis en cause dans mon hôpital. Nous avons toujours privilégié les visites de famille, malgré les pénuries de masques, de tenues à usage unique, pour les fins de vie, pour les personnes décédées, pour les soins palliatifs. C'est inadmissible que les familles ne puissent pas venir. Et nous avons maintenu, dès que ça a été possible, de nouveau les visites, autoriser les visites. Alors évidemment, avec des consignes de respect des gestes barrières, ce que nous faisons aujourd'hui. Mais le lien humain, c'est le lien qui nous fait vivre. C'est l'altérité. Est-ce que vous avez eu des patients qui vous ont parlé de ça, justement ? Oui. Bien sûr, une vie comme ça, c'est pas la peine. Je préfère me laisser mourir. Et elles sont mortes de chagrin si on les avait pas traitées, comme une mélancolie. Est-ce que ça veut pas dire aussi, ou en tout cas, est-ce que ça veut dire que les liens avec la famille sont, ou en tout cas les proches, sont très importants ? Est-ce qu'ils sont plus importants que ceux qu'on peut avoir avec les soignants ? Ils sont parce pas que du même ordre. Les soignants étaient présents. Oui, mais est-ce qu'ils ne peuvent pas à ce moment-là remplacer ? Voilà, ils sont pas du même ordre. Alors on remplaçait en soins de longue durée, bien sûr, parce que les familles n'étaient pas là, ou dans les EHPAD. Et moi, je peux dire que dans mon hôpital, aucun patient n'est mort seul. Nous avons toujours été là. C'est ça qui a fait peur à tout le monde, en disant mais c'est ignoble quand ils sont morts seuls. Non, dans mon unité spécifique pour les malades d'Alzheimer, nous avons eu 9 décès consécutifs. Les aides-soignantes ont dit des paroles magnifiques, ont inventé de nouveaux rituels. Il faut rassurer les familles. On ne meurt pas seul dans un hôpital. Alors peut-être dans les EHPAD, parce que évidemment, ils étaient déjà en flux tendu. C'est un gros sujet, ça, ce qui se passe derrière les murs des EHPAD. Et il faudra y revenir, je pense. Alors, bien sûr, c'est des sujets très douloureux, parce que j'imagine qu'il y a des familles qui ont vécu ces tragédies. On va revenir sur le sujet justement de l'accompagnement de ces personnes âgées. On a parlé de la maladie d'Alzheimer. Est-ce que ces ateliers mémoire qu'on propose de plus en plus, est-ce qu'ils ont des résultats ? Oui, alors bien sûr, des résultats scientifiquement prouvés. Donc ça, c'est formidable. Il y a eu des études qui ont été menées, notamment à Nice, à Lille, chez nous à l'Assistance publique Hôpitaux de Paris. Bien sûr, sur la dépression, plus de dépression, les apprentissages, des apprentissages à tout âge. On est tout à fait capable d'apprendre de nouveau. Des choses même qu'on avait oubliées. Ah, complètement. Qui ressurgissent, puisque notre mémoire émotionnelle. Qu'est-ce qu'on apprend dans ces ateliers mémoire, par exemple ? Alors, on apprend à bien s'orienter dans le temps, dans l'espace. C'est déjà pas mal. On apprend à éveiller sa curiosité. On apprend à réveiller sa mémoire biographique, sa mémoire sensorielle. Et puis, on apprend de nouvelles petites histoires. On apprend à calculer. On apprend à faire des jeux de mots. On apprend à stimuler son cerveau avec une gradation des exercices qui sont très basiques au début et à la fin, beaucoup plus complexes. On fait des liens entre le geste du quotidien et puis les outils pour y avoir accès, etc. Le plus difficile dans nos ateliers mémoire, c'est faire des ateliers qui soient cohérents au niveau socioculturel de nos participants et puis de l'évolution ou non d'une maladie d'Alzheimer. Parce qu'on n'aime pas du tout voir des gens qui peinent à se dire « je ne sais plus où je suis, je ne sais pas quel jour ». Voilà, donc il faut faire très attention. C'est là où l'éthique a son rôle. Alors justement, quand on dit je ne sais plus où je suis, quelle heure il est, ou quel jour nous sommes, ou quel mois, bien entendu, souvent on pense maladie d'Alzheimer. Est-ce que comment fait-on la différence
entre ces petites pannes finalement. Oui, tout le monde a cerveau. des pannes. Par exemple, la plus grande panne, c'est de ne pas se souvenir d'un nom propre. Ouais. Eh bien, 100% des personnes de plus de 50 ans ne se souviennent pas des noms propres, mais c'est pas du tout une pathologie, puisque le circuit mémoriel est beaucoup plus compliqué à retrouver pour un nom propre, alors qu'on arrive à se raconter des histoires pour notre propre histoire. Les pannes peuvent être liées à une dépression, à des troubles de l'attention et de concentration, à un mauvais sommeil, à une petite bouffée d'hypertension artérielle tout d'un coup. Ce sont des pannes, vous l'avez bien dit. Une panne, ça se répare. Ouais. Eh bien, si on a des inquiétudes, si ça retentit trop sur les actes de la vie quotidienne, mais il faut aller en consultation mémoire de proximité, c'est évident. Alors, on va se retrouver dans un tout petit instant avec cette chanson de Zaz. Juste avant, cette petite phrase que vous citez du célèbre anthropologue et ethnologue Claude Lévi-Strauss, « Le corps ne répond plus, mais l'esprit est là, bien vivant ». Et ça, c'est une très belle phrase pour définir la vieillesse, le grand âge, comme on dit. On va se retrouver juste après. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? De la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Et merci à Zaz pour cette très belle chanson. On est sur RCJ dans Objectif Santé. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Dr Véronique Lefebvre-Desnoëttes pour son livre « Vieillir n'est pas un crime ». Pourquoi on a choisi cette chanson? Parce qu'en fait, dans un EHPAD, les soignants et les personnes âgées ont détourné cette chanson pour dire en fait « Offrez-moi du personnel, j'en ai besoin, une sortie à Neuchâtel, ça ferait du bien ». Oui, tout à fait, c'est merveilleux. Ouais. Vous voyez la pulsion de vie, comme on leur demande de dire « mais qu'est-ce qui ne va pas ?»
eh bien, elle ne se trompe pas dans les EHPAD. C'est, je ne veux pas crever, mais la main sur le cœur. Oui, avoir une main qui soutienne la main qui se tend. Et ils veulent justement de la joie, de la bonne humeur. Oui, de la bonne humeur, que ce ne soit pas une prison, criminaliser la vieillesse, c'est ça. Alors pourtant, dans un certain nombre d'EHPAD, je ne sais pas comment ça se passe dans tous les EHPAD, on ne peut pas faire évidemment de généralité. Bien sûr, oui. Mais souvent, les personnes âgées, elles restent finalement dans ce même endroit, matin, midi et soir. On a l'impression que c'est en attendant Godot, en attendant quelque chose, quoi. Alors, elles attendent deux choses. La première chose, une visite, qui viendra ou qui viendra pas. C'est ça. Et la deuxième chose, la mort, sans le dire, sans se le dire. Et les jours s'accumulent. Mais on le ressent, ça, profondément. Profondément, dans quand ces on lieux arrive, de vieillesse, il faut le dire, qu'il y a quelque chose. Et pourquoi on ne... Alors, évidemment, est-ce que c'est parce que ça coûte cher? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas les encadrants et encadrantes pour ce fameux personnel dont on a besoin davantage partout, pour pouvoir sortir, aller voir ailleurs, ne pas rester cloîtré, finalement? Ça procède de plusieurs choses. C'est-à-dire que souvent, dans ces EHPAD qui sont très belles, l'environnement a été bien pensé, il y a des jardins, il y a des lieux d'activité, il y a des patios, mais elles n'y vont pas. Il y a aussi des gens qui viennent chanter, absolument, il y a des activités, mais on a l'impression que ça se passe entre quatre murs. Voilà, parce que c'est pas pour elles. Elles attendent le mari, l'enfant, la petite sœur, mais qui ne viendront pas. Et donc, elles ne veulent pas se détourner de peur de manquer cette visite. C'est très souvent ce qu'elles me disent. Très, très souvent ce qu'elles me disent. Ah oui, on se dit, au cas, si je sors, et si jamais on venait me voir à ce moment-là, j'aurais perdu... Et bien souvent, c'est une visite qui ne viendra jamais, parce que le mari est décédé, les enfants... mais on sont occupés ou elles ailleurs, sont restées dans le... Elles présentifient leur passé. Donc, elles attendent tous les jours Godot, comme vous le disiez. C'est tout à fait l'impression que ça m'a donné. Mais on peut donner de la joie de vivre. C'est-à-dire que moi, quand quelqu'un ne veut pas faire une activité, ou venir à mon atelier de mémoire, je le prends par le bras. Quand c'est un homme, je dis, allez, je vous invite au restaurant. Ou je vous invite, on va aller travailler notre mémoire, tous les deux ensemble. Et puis, ça se passe très bien. Il faut juste avoir cette accroche-là vers plus de lumière, plus de vie. Alors, quand je disais, en attendant Godot, il y a cette personne que vous citez, Marcel, 103 ans, au fond de son lit, qui vous dit... Dieu m'a oublié, c'est long d'attendre, mais comme je suis une petite fille obéissante, j'attends. Oui, c'est extraordinaire. Et elle avait des photos de la grotte de Lourdes tout autour de son lit. Elle-même était dans une grotte et on l'a réveillée. J'avais l'impression qu'on la réveillait tous les ans pour aller au pèlerinage. Mais elle souffrait pas. Elle disait, j'attends. Bon, Dieu m'a oublié. Bon, puisque je vais à Lourdes tous les ans, on verra l'année prochaine. En tout cas, c'est voir finalement notre humanité en face, quelque part. Quand on voit nos personnes âgées, la façon dont on est avec elles, ou on n'est pas justement avec elles, d'abord, presque notre propre miroir, quelque part. C'est le miroir dans quelques années. Et en même temps, ça montre aussi, vous le dites très bien, c'est notre part d'humilité. C'est cette vulnérabilité que l'on est, nous, humains. On a cette vulnérabilité, cette fragilité, qu'on n'est pas tout puissant. Non, on n'est pas tout puissant, mais je veux vous rassurer, on est tous vulnérables. On est vulnérables puisque nous naissons tout nus. Et qu'il faut beaucoup plus que de la vêture et de la nourriture pour vivre. Il faut l'amour, une mère suffisamment bonne, le regard de l'autre pour avoir envie de continuer de vivre. Et vous avez raison de dire, ni le soleil, comme La Rochefoucauld le disait, ni le soleil ni la mort ne peuvent se regarder en face. Et moi, je dis, ni le soleil ni la vieillesse avec handicap ne peuvent se regarder en face. Et pourtant, c'est notre finitude. Donc il faut l'apprivoiser. Il faut montrer que ce n'est pas un continuum obligatoire de vieillir avec handicap et de vieillir dans une déchéance qu'on nous montre bien volontiers et trop souvent. Moi, je veux montrer l'inverse. Malgré le grand âge, malgré les difficultés de tous ordres, eh bien, ils ont une parole qui est magnifique. Il y a d'ailleurs justement dans votre livre, Josette, 92 ans. À mon âge, je fais enfin ce qu'il me plaît. Josette, vous dites qu'il n'investissait que sa maison, son devoir familial. Une fois les enfants partis, elle s'est permis de sortir, de s'inscrire dans une vie associative. Ou au contraire, Sylvine, 84 ans, qui a fait une vie de labeur en tant que femme de ménage dans une école, qui a préféré rester chez elle sans aucune contrainte à regarder ses séries en tenue négligée, dit-elle.
Oui, eh bien, chacun est différent. Il faut accepter cette différence-là. Il ne faut pas massifier les vieux. Dès lors qu'on massifie les vieux, les Alzheimer, avec des injonctions, eh bien, les gens ne les suivent pas, les injonctions, puisqu'ils sont des êtres humains, bien sûr. Il y a évidemment, quand on parle des personnes âgées, il y a évidemment tout ce que vous dites qui est quand même très positif, avec ces personnes aussi qui ont des vraies vies, et y compris jusqu'au bout, qui ont envie de vivre jusqu'au bout. C'est d'ailleurs la grande majorité des personnes qui nous entourent, vous le dites très bien, puisque c'est ce handicap qui s'ajoute à la vieillesse qui handicape la vie finalement. Absolument. Mais en même temps, il y a aussi ce sujet très, très douloureux, on ne peut pas ne pas l'aborder, quand on parle souvent de la maltraitance des personnes âgées. Il y a un numéro d'ailleurs qui existe, c'est le 3977. Absolument, national. Allô maltraitance. Allô maltraitance. 77% des déclarations sont des déclarations de maltraitance aux personnes âgées. Ce sont les personnes âgées elles-mêmes qui appellent, ou l'entourage? Proches, l'entourage, elles peuvent le dire, mais souvent elles n'ont pas les ressources. Ouais. Moi, j'ai eu une personne âgée, ça m'a bouleversée. Vous savez, il y a les enfants du placard, il y a les vieux du placard. Elle est arrivée sous X, avec des multiples fractures, des traces de brûlures, de cigarettes. La famille la mettait dans un placard et la sortait une fois par mois pour aller chercher la pension à la poste. Et elle avait fini par tellement se casser, il y avait tellement de hurlements qu'elle était venue avec la police et les pompiers dans notre hôpital, et il avait fallu l'hospitaliser sous X pour la protéger. Donc évidemment, là on est dans un cas ultime, mais les petites maltraitances du quotidien qui ont lieu à domicile. À ton âge, t'as pas besoin de ta pension, t'as pas besoin de ça, on va pas mettre le chauffage, t'as pas besoin de bien te nourrir, t'es serré télé, moi je préfère le foot, je vais mettre le foot. Toutes ces petites choses-là qui fait qu'on nous assigne à vouloir disparaître quand on est très vieux et dépendant. Et ces personnes sont fragiles, elles sont même vulnérables. Très vulnérables et fragilisées. Et souvent, elles disent plutôt mourir que continuer une vie pareille. Et il y a des choses à faire, et c'est ce que je montre dans mon livre. Il y a aussi, pour nous personnels, on peut être maltraitant, plutôt par négligence. C'est-à-dire qu'on se blinde, on n'entend plus les cris, on n'entend plus la sonnette. J'ai mis des échelles vraiment de prévention. Aussi. Extrêmement difficile, qui n'est pas assez valorisé. C'est le plus beau métier du monde que de prendre soin de ses aînés. Il faut le valoriser en termes de fierté à s'occuper des aînés et d'argent. Parce qu'il ne suffit pas d'être fier. Il faut aussi, pour les aides-soignantes, pour les auxiliaires de vie, qu'elles aient du plaisir à dire et la fierté de ramener une bonne paye à la maison en disant « Ben voilà, je m'occupe des plus vulnérables, mais en même temps, je suis reconnue par la société. » On va vers la fin de l'émission, et il y a cette question que vous posez, bien vieillir, est-ce rester jeune finalement ? Alors attention, ne sombrons pas dans le jeunisme. Moi, j'aime pas du tout les publicités. Du jeunisme à l'agisme. Voilà, les publicités, on nous montre de façon ridicule des personnes âgées avec des lunettes noires en faisant un doigt d'honneur. J'ai jamais vu. Mes vrais vieux à l'hôpital, elles sont pas comme ça. Non. Elles sont au contraire pleines de douceur, pleines de transmission, de désir de transmettre. Alors elles sont jeunes dans leur tête. Elles qu'est-ce que ça veut dire rester jeune ? Eh bien, avoir une curiosité de la vie. Les enfants, les tout petits. C'est quoi ? Pourquoi, maman ? Alors, pourquoi la vie est comme ça ? Pourquoi garder cette envie de vivre et de transmettre à nos aînés, et dans mon sens, et nos aînés de me transmettre à moi, et moi, évidemment, à mon tour, à mes enfants et mes petits-enfants. Vous dites faire pétiller sa créativité. Oui. Comment on fait ça quand on est justement âgé, mais finalement, on a tous ces ressources-là, les ressources intellectuelles, sauf évidemment, comme on l'a dit dans l'émission, quand il y a des problèmes neurologiques ou des problèmes de dégénérescence comme la maladie d'Alzheimer. Mais même pas, puisque j'ai fait cette expérience fabuleuse en partenariat avec l'ARS, avec la culture à l'hôpital, un hôpital gériatrique et le musée Rodin, de faire une porte, des petites sculptures et des malades d'Alzheimer à des stades incroyablement sévères, en leur proposant une pâte à modeler qui était particulièrement souple. Avec l'architecte tactile du musée Rodin, nous avons créé une porte des souvenirs et de la vie, au lieu de la porte des enfers. Et elles sont allées visiter le musée Rodin. On a exposé cette porte. Je veux montrer qu'elles sont capables. La pire des choses, c'est ne pas leur proposer. Et pour celles qui n'ont pas des maladies d'Alzheimer, il y a aussi
ce qu'on appelle les cours du soir, Oui, les universités parfaitement. du savoir. Même voilà, il faut s'inscrire, il faut y aller. Quoi. Il faut y aller. Et Important de paradoxalement, faire marcher le cerveau. tout le temps. Ouais. Tout le temps d'être en altérité, d'être avec les autres, voir toutes les couleurs sont belles. Là, c'est les couleurs d'automne, se réjouir d'un coquelicot tout d'un coup au milieu d'une rue pavée. Ça, c'est des choses qui sont merveilleuses et qui nous laissent en éveil. Vieillir n'est pas un crime. C'est votre livre, chère docteur Véronique Lefebvre Desnoëttes. Pour en finir avec l'agisme, un livre qui est paru aux éditions du Rocher. Je rappelle que vous êtes psychiatre du sujet âgé et que vous êtes justement dans un hôpital de gériatrie dans le Val-de-Marne. On peut le citer. Oui, c'est l'hôpital Émile Roux à Limeil-Brévannes dans le Val-de-Marne. Merci infiniment. Merci pour ce livre que je conseille vivement à toutes et à tous parce qu'on y apprend non seulement beaucoup de choses, mais on apprend surtout que finalement, vieillir, c'est la vie. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Quant à vous, chers auditeurs et auditrices, bien sûr, je vous souhaite une très bonne santé.